Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer cette session sur les actualités sur le parcours de soins et les seuils d'activité. Alors on a le plaisir de donner la parole au professeur Catherine Usan qui va nous parler des parcours en scénologie, du diagnostic à l'après-cancer, mieux accompagné pour mieux soigner. Bonjour à tous. Je vais essayer de couvrir tous les éléments que vous devez avoir en tête lorsque vous prenez en charge une patiente qui a un cancer du sein. Ici, mes liens d'intérêt. On va essayer de couvrir d'abord le parcours diagnostic initial avec les mots-clés qui sont arrivés à faire des choses qui soient à la fois rapides, un bilan qui soit complet et adapté à chaque patiente et avec, vous le verrez, un focus sur le fait que de plus en plus se pose la question de la chimiothérapie néoadjuvante et que donc nous, en tant que chirurgien, on doit se poser les questions et réfléchir à une chirurgie qu'on pourrait avoir à faire dans 6 mois et réfléchir à tout ce process de l'annonce qui soit à la fois adapté, accompagné et donc nécessité de différents intervenants. La chirurgie, avec le mot-clé, c'est le parcours ambulatoire, les parcours des traitements adjuvants, avec un focus sur le rôle des infirmières de pratique avancée et les soins de support qui doivent faire partie de notre prise en charge dès le départ, et à la fin, je vous dirai quelques mots sur le parcours d'après-cancer. Donc pour ce qui est du parcours diagnostic initial, j'ai pris un exemple qui est la modalité de l'accueil que nous avons à la Pitié-Salpêtrière. Ce n'est pas un exemple à reproduire partout, bien sûr. Ce n'est pas le seul moyen de prise en charge de nos patientes, mais c'est pour vous dire qu'il faut réfléchir à un cadre pour avoir un bilan complet. Donc là, nous, on reçoit les patientes le lundi. Il y a déjà un filtre qui est réalisé par des secrétaires qu'on a formés en leur expliquant la pathologie et qui ne mettront là que des patientes qui ont un ACR4 ou un ACR5, donc on a eu le compte-rendu radiologique avant, ou des patientes qui ont déjà eu un diagnostic, mais un diagnostic isolé où on sait qu'on aura besoin de compléter le bilan. Lors de les patientes vont voir le chirurgien, puis ensuite elles vont voir le radiologue qui verra s'il y a la nécessité de faire une biopsie sous échographie ou une macrobiopsie, ou réaliser de nouveaux clichés, faire l'échographie axillaire. Dans la même journée, on peut avoir l'angiomammo qui va nous être utile notamment pour les seins denses ou des compléments de bilan où on pourrait se passer de l'IRM. Et si on voit qu'on a besoin d'une IRM, on va pouvoir la programmer dans la semaine. Et pour chaque cas, il y a une concertation entre le chirurgien et le radiologue, notamment pour réfléchir d'emblée, est-ce que je mets un clip dans la lésion, dans le ganglion, ou est-ce que je mets des repères ? Les patientes sont ensuite revues le vendredi, et ce qui est important, c'est qu'elles sont revues avec une histologie complète. Pourquoi c'est important ? Parce que vous allez voir que de plus en plus, la chimiothérapie néoadjuvante se développe. Donc vous devez avoir bien en tête qu'une patiente avec une tumeur HER de 3 croix au triple négatif, vous devez vous dire, est-ce que je dois l'opérer ou est-ce que je ne dois pas plutôt faire de la chimiothérapie néoadjuvante ? Toute tumeur à partir de T2 ou toute atteinte ganglionnaire, c'est une chimiothérapie première. Quand bien même, techniquement, ce serait possible de l'opérer initialement. On va organiser la consultation d'annonce infirmière, pas le même jour, mais le mardi suivant, pour que la patiente ait eu le temps de décanter toutes les informations qu'on lui a données. On va organiser la consultation d'anesthésie, organiser la consultation avec le plasticien si il y a une indication d'oncoplastie complexe, s'il y a une indication de reconstruction mammaire immédiate, et si on doit faire une mastectomie, même si on ne pense pas faire une RMI, elle doit toujours voir le plasticien avant pour se projeter pour une reconstruction secondaire. Et si on pense qu'on va devoir faire une chimiothérapie première compte tenu de l'histologie, j'organise le même jour le bilan d'extension, la rendez-vous avec l'oncologue, c'est moi qui fais la demande de pose de PAC, d'échographie cardiaque, de bilan pré-chimio. On l'adresse si nécessaire pour l'oncofertilité. Si c'est une patiente qui est non ménopausée, on va lui parler du stérilet au cuivre à poser. Et s'il y a besoin, on va organiser la consultation d'oncogénétique. Donc vous voyez des consultations qui sont très importantes et l'idée c'est de faire avancer le parcours au plus vite et notamment faciliter les choses pour l'oncologue médical. Et le dossier est vu le mardi suivant en RCP. Peu importe, j'ai envie de dire le modèle, à vous de décider chacun de vos modèles, mais il faut d'emblée réfléchir au parcours que vous allez organiser pour la patiente. Les patientes ont tout un document d'information sur comment va se passer leur accueil sein qu'elles peuvent trouver sur Internet ou qu'on leur donne à l'arrivée si elles ne l'ont pas eu avant. Quelles vont être les modalités de réflexion pour le parcours ? On est devant une patiente qui a une lésion invasive du sein. On se pose la question si c'est un triple négatif ou un HER de 3 croix pour voir s'il ne faut pas faire un traitement néoadjuvant. Ensuite, si on est sur une chirurgie première, je vais réfléchir, est-ce que mon imagerie que j'ai est suffisante ? Est-ce qu'on a bien vérifié si la lésion était unique ? Si c'est une densité C ou D, est-ce que j'ai une IRM ou une angiomammographie ?
Est-ce qu'il s'agit d'un cadran interne, d'un cadran inférieur qui peuvent nécessiter d'une oncoplastie? Et on va réfléchir aussi aux gestes axillaires, en sachant que de plus en plus, on fera le ganglion sentinelle. Actuellement, la place, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la place du curage, c'est quand il y a une atteinte ganglionnaire, même si il risque d'y avoir encore là aussi des désescalades avec potentiellement un geste ganglionnaire plus adapté au seul ganglion malade à l'avenir possiblement. Et puis, si on part sur un traitement adjuvant, on pense à la suite. C'est-à-dire que d'emblée, moi, quand une patiente part en néoadjuvant, je vais déjà lui redonner un rendez-vous avec les imageries nécessaires. Et on s'est posé la question de faut-il clipper la lésion, mais faut-il aussi clipper le ganglion s'il est unique et que, en cas de réponse complète, si c'est un triple négatif ou un HER des 3 croix, une option pourrait être de faire un ganglion sentinelle et retirer le ganglion clippé. Et ensuite, je préviens les patients des potentialités d'un traitement conservateur par la suite et que potentiellement l'import de l'oncogénétique pourrait modifier ma décision. Vous voyez qu'à chaque étape, là j'ai beaucoup parlé du radiologue et vraiment pour l'accueil initial, il faut qu'il y ait des échanges entre le chirurgien et le radiologue pour définir le bon geste. Et ce n'est pas parce qu'on part sur une chimiothérapie néoadjuvante qu'on peut penser qu'on décidera du geste dans 6 mois. Il y a des informations qu'on a au départ et qu'on peut perdre si on ne les explore pas au départ. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle autant de chimiothérapie néoadjuvante? Avant, la chimiothérapie néoadjuvante, c'était pour se poser la question de dire mais c'est pour augmenter les indications de conservateur ou dans les cas d'inflammatoire, mais il n'y avait pas de différence de survie. Désormais, les choses ont changé. Bien sûr, il y a toujours l'indication de l'inflammatoire, mais de plus en plus pour les triples négatifs et les HER de 3 croix, la possibilité du néoadjuvant va nous permettre d'adapter le traitement après la chirurgie en fonction du reliquat. Et bien sûr, toujours permettre plus de conservateurs, mais c'est devenu finalement, j'ai envie de dire, presque un élément secondaire. Une fois que j'ai dit ça, je vous ai parlé des patientes globalement, mais il faut s'adapter aux besoins de chaque patiente lors de votre parcours sain. Que ce soit, vous êtes chez une patiente, pouvoir organiser la consultation d'oncofertilité. Maintenant, vous savez que des réseaux ont été mis en place et finalement, c'est une consultation qu'on a très facilement. Nous, on travaille avec Tenon, on a toujours la consultation dans la semaine et c'est quelque chose qui marche très très bien. La consultation d'oncogénétique, se poser la question de savoir si on est dans le contexte d'une femme à risque avec un profil particulier. Et je vous parlerai tout à l'heure de la possibilité maintenant, dans certains centres, de faire ce qu'on appelle de la délégation de tâches. C'est-à-dire que lorsqu'on a une indication à faire une recherche de mutation qui va avoir un impact théranostique, c'est-à-dire que votre traitement va pouvoir être modifié si elle a la mutation, on a maintenant la possibilité de le prescrire nous-mêmes. Je vous montrerai quel est le parcours qu'on a organisé. Consultation d'oncogériatrie s'il s'agit d'une patiente âgée et peut-être la nécessité d'organiser derrière un nécessaire ou qu'elle soit dans une unité post-opératoire gériatrique. Donc nous on travaille avec Charlefoix, donc on a beaucoup de patientes âgées. Donc avant chaque intervention, la patiente va être vue par l'oncogériatre pour décider quel est le parcours le plus adapté pour limiter les risques de syndrome de glissement après chirurgie. Consultation nutrition, un parcours spécifique a été mis en place pour les patientes obèses, car vous savez l'impact sur le risque de récidive de cancer de l'obésité. On a une consultation spécifique pour les sourds et malentendants, et puis on a aussi tout un parcours spécifique pour la gestion de la polypathologie. On est très riche de ça à la Pitié-Salpêtrière, mais il est important que vous puissiez d'emblée réfléchir. Typiquement, maintenant, on a appris à poser la question de savoir si les patientes ont des maladies auto-immunes pour tout ce qui est immunothérapie, car il y aura un impact derrière. Donc il y a vraiment repérer les patientes chez qui la gestion va être plus complexe. Et pour tout ça, la consultation d'infirmière d'annonce est essentielle, puisque vous imaginez bien que sur une consultation, ça fait beaucoup de choses. Donc les patientes, elles sont ensuite revues par l'infirmière d'annonce qui reprend point par point, elle a une checklist pour vérifier que tout a pu être abordé avec les patientes. C'est un temps long, hein. La consultation d'annonce, elle dure 1 heure. Beaucoup de patientes, et j'en suis ravie, en général, elles apportent les chocolats autant à Estelle qu'à moi. Et ça devient quelqu'un d'important. J'ai la chance d'avoir une infirmière d'annonce qui leur donne son mail et qui va pouvoir être contactée. Elle va échanger avec elles des photos de leurs cicatrices. Elles vont aussi échanger des inquiétudes. Et surtout, elle m'alerte quand elle voit que la patiente, ça ne va pas, pour que je puisse revoir la patiente. Donc elle va cibler les besoins et l'adapter. Et l'aider, par exemple, quand il faut voir l'assistante sociale, quand elle a des difficultés dans ses démarches. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, en même temps que notre consultation infirmière, il y a la possibilité de rencontrer une patiente partenaire qui travaille maintenant dans le service et qui va pouvoir, après tout ça, refaire le point avec les patientes, voir où elles en sont, quelles sont ses angoisses, et aussi avoir un point de vue qui est différent. C'est le point de vue de celle qui est passée par là, un point de vue d'expérience plus que d'expertise, et qui va pouvoir l'accompagner et l'aider dans ses traitements.
Alors, tout à l'heure, je vous parlais de circuit spécifique. Ce circuit de délégation de tâches pour l'oncogénétique, ça s'appelle le mainstreaming. En fait, il faut savoir qu'il y a dans les pays anglo-saxons, ça fait déjà un certain temps que les oncologues, alors chaque fois qu'on met oncologue, je dis aussi et le chirurgien, peuvent être amenés à prescrire des recherches en germinal. Ce qui est important, c'est de bien délimiter le cadre. Je ne vais jamais faire ça chez une patiente de 30 ans. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment le rôle de l'oncogénéticien parce qu'on ne va pas trouver que BRCA. Et surtout, il faut savoir se poser la question de comment est-ce qu'on interprète chaque type de variant. Et ça, c'est absolument pas mon métier. Par contre, pour une patiente, je vous donne un exemple, qui va être 4N+, eh bien, on sait que derrière, il peut y avoir sur une tumeur RH+, potentiellement l'indication d'olaparib. Donc, on a besoin, dans un temps court, de savoir si elle est mutée, pour savoir si on va devoir lui donner un médicament. En plus, chez une patiente qui a un 4N+, et qui n'a pas d'histoire familiale, il n'y a finalement qu'une toute petite partie des patientes qui seront mutées. Donc finalement, ça fait beaucoup de patientes qu'on adresse en oncogénétique pour beaucoup de patientes à qui on va expliquer plein de choses, et au final, elles n'auront pas la mutation, et ça a finalement embolisé l'expertise de nos oncogénéticiens pour des patientes chez qui ce n'est pas nécessaire. Donc là, c'est des indications très ciblées, c'est des indications théranostiques, c'est-à-dire avec un traitement derrière. Donc en gros, toutes les patientes triple négatifs, les patientes qui sont plus de 4N+, et les cancers de l'ovaire, c'est spécifique parce qu'on va faire plus en somatique. Et donc pour ces patientes-là, on va pouvoir faire le prélèvement. Donc pour faire le prélèvement, tous les médecins qui font le prélèvement ont signé une charte, se sont formés par un tutoriel sur Internet et doivent lire un document avec la patiente qu'elle signe après, un document avec 5 points très simples qui expliquent ce que c'est que la génétique, pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche, l'impact du traitement, que ça pourrait avoir un impact sur la famille et que s'il y avait la mutation, elle rencontrera un oncogénéticien qui lui expliquera ce que ça veut dire. Les patients, une fois que c'est fait, donc ça s'est beaucoup développé avec nos collègues, par exemple, de Melun, parce qu'au moment du Covid, pour leur cancer, pour les indications théranostiques, ils n'arrivaient plus à ce que les patientes aillent voir l'oncogénétique. Donc, sous la pression, en fait, des difficultés qu'il y avait pendant le Covid, eh bien, certains oncologues ont pu avoir cette délégation de tâches, et nous, derrière, on a pu profiter du circuit qui s'était mis en place, notamment par l'énergie qu'avait mis en place notre oncogénéticien Patrick Benucci-Glio. Donc là, quand les patientes, on les voit, si elle a la mutation, ce sera à moi de lui annoncer, puisque c'est moi qui lui ai prescrit. Et dans la semaine, elle sera vue en oncogénétique pour lui expliquer la suite. Si par contre, elle n'a pas de mutation, eh bien, ça va permettre d'avoir facilité le parcours. Alors, pour terminer cette partie diagnostique, l'accueil sain dédié, il faut qu'il soit rapide. Il faut qu'il y ait un bilan complet qui soit réalisé. Là, je vous ai parlé d'un mode d'organisation quand les patientes viennent nous voir pour avoir la biopsie, mais on prend aussi beaucoup de patientes en charge qui ont eu tout leur diagnostic dans des cabinets de ville, de radiologie avec qui on travaille très bien. Moi, quand on reçoit les patientes, s'il y a besoin de compléter le bilan, on le fera. Quand tout a été fait, il y aura juste une échographie qui sera faite pour que le radiologue puisse savoir pour le repérage et avoir vérifié que rien ne manquait pour organiser les choses. Donc il faut prendre en compte aussi les spécificités de chaque patiente et c'est important de pouvoir, comme vous l'avez vu, pouvoir réaliser d'emblée une prise en charge multidisciplinaire. Passé ce premier temps du diagnostic, ce premier parcours, il y a ensuite le parcours pour la chirurgie qui est un parcours qui tourne beaucoup autour de l'ambulatoire. L'ambulatoire, ça veut dire beaucoup expliquer avant. C'est pour ça que la consultation infirmière est très importante. Mais il faut avoir aussi une plateforme qui fonctionne bien, puisque les patientes, elles vont être appelées bien sûr la veille. Elles seront bien sûr appelées le lendemain. Nous, les anesthésistes, rappellent aussi à J2 et à J3, parce qu'ils ont remarqué que ça leur permettait de compléter la prise en charge de la douleur. Donc les étapes clés, on ne dit plus finalement voir si la patiente est éligible, c'est repérer les rares patientes qui pourraient ne pas être éligibles. L'essentiel des choses qui font que ce n'est pas éligible, c'est les patientes qui n'ont vraiment personne pour venir les chercher le soir. Donc c'est essentiellement ça le problème. L'âge, il n'y a pas de limite de ce côté-là. Et j'ai envie de dire que finalement, chez les patientes les plus âgées, c'est là où ça peut être le plus intéressant. La dernière fois, j'ai opéré une patiente de 92 ans. Elle est venue avec son accompagnante qui vit avec elle, qui est venue avec elle au bloc, et elle était bien contente de rentrer le soir parce que le plateau qu'on lui avait servi à midi lui avait totalement déplu, et elle était bien contente de dormir chez elle le soir. Donc il y a des choses qui sont possibles. Je ne dis pas que ça ne demande pas beaucoup de travail, parce que c'est beaucoup plus difficile à organiser finalement que de mettre quelqu'un dans un lit. Mais quand la patiente va dormir dans son lit, vous avez beaucoup moins de risques de syndrome de glissement, de difficulté. Par contre, il y a un élément important, c'est que si la patiente derrière, et moi elle était sous hélicis, si elle doit saigner, il ne faut pas qu'elle passe par les urgences. Il faut que vous ayez organisé un parcours pour que si la patiente a un problème, elle ne se tourne pas vers son gynéco, elle ne se tourne pas vers son médecin traitant. Il faut que nous, on soit joignable. Donc on a mis en place,
parce qu'il ne fallait pas se retrouver à appeler ni passer par les urgences de la Pitié, ni passer par le standard de la Pitié, qui sont vraiment 2 écueils. Mais donc, on a mis en place un numéro dédié qui répond 24 heures sur 24 et qui va directement vous passer soit à votre chirurgien, parce qu'on a mis ça en place, soit à l'interne de garde de la spécialité. Et on fait des RMM régulières. Chaque fois qu'une patiente dit je n'ai pas eu tout de suite eu de réponse, on essaye de comprendre pourquoi pour s'améliorer. Donc il y a un rôle essentiel du périopératoire parce que finalement, grâce au développement de l'ambulatoire, on s'est posé plus de questions sur les nausées, vomissements et la douleur. Parce que pour qu'une patiente sorte, il faut qu'elle aille bien. Et finalement, la prise en charge de la douleur, elle était souvent trop tardive. Désormais, une majorité de patientes ont des anesthésies locaux-régionales organisées. Si elle n'a pas un PEX, si elle n'a pas un Serratus, elle aura au moins une injection locale. Et on discute avec les anesthésistes. Il faut bien sûr avoir des circuits dédiés et avoir des documents qui soient adaptés à vos pratiques. Alors développer l'ambulatoire, ça veut dire avoir changé les mentalités, avoir un accès direct aux professionnels concernés et avoir formé chaque acteur. Moi, la première mastectomie que j'ai fait en ambulatoire, ce qui m'a plombé, c'est l'infirmière qui lui a dit « non, vous ne pouvez pas sortir ce soir, c'est une mastectomie, vous n'avez rien compris ». Donc en gros, il faut aller voir chaque intervenant pour être sûr que les patientes demeureront rassurées. Une fois passée cette étape de l'ambulatoire, quand vous voyez votre patiente en consultation post-opératoire, vous devez de lui remettre un plan personnalisé de soins. C'est finalement très important de travailler vos propres plans personnalisés de soins. Là, je vous montre celui d'une patiente qui n'aura pas de chimiothérapie. Vous voyez qu'on a marqué que la radiothérapie, elle va être hypofractionnée. Elle peut être sur 3 semaines ou sur 5 jours, qu'elle va avoir un traitement par anti-aromatase et que derrière est déjà noté les modalités de la surveillance. En lui expliquant ces étapes. Ça, c'est le plan personnalisé de soins le plus simple pratiquement. Ensuite, vous pouvez avoir des plans personnalisés de soins avec la chimiothérapie néoadjuvante, où on explique que d'emblée, que quand elle aura un traitement anti-HER2, il va pouvoir être prolongé. Et puis là, je vous ai mis les plans personnalisés de soins qu'on a depuis l'année dernière, avec l'arrivée de la chimio-immunothérapie pour les triples négatifs, où vous voyez que j'ai mis pour les patientes que ça va dépendre de leur statut BRCA, de la multifocalité, et que la suite du traitement dépendra de l'analyse du tissu opératoire. Donc vous voyez que ces plans personnalisés de soins, ils changent tout le temps, et donc on en discute tout le temps avec les oncologues pour qu'il y ait les documents les plus adaptés possibles. Dès le départ, vous devez penser aux soins de support. Donc toute patiente que vous allez prendre en charge, il faut qu'elle ait entendu parler d'activité physique et que si elle ne fasse pas de sport, vous ayez la possibilité de les accompagner. Nous, on a la chance d'avoir la Camille et les coachs sportifs à l'hôpital. Donc il ne faut pas qu'une patiente vous dise « non mais moi je suis âgée ou j'ai une difficulté au genou, je ne peux pas faire de sport ». Il faut qu'on lui trouve une activité physique adaptée. Et cette activité physique, ce n'est pas après le traitement qu'elle commence. Ça va les aider déjà qu'elle le fasse pendant la chimiothérapie ou pendant la radiothérapie. Je ne peux pas aborder tous les soins de support, je vous ai listé là les essentiels, que ce soit l'oncopsychologue, la consultation de la douleur, la nutrition, l'activité physique, les socio-esthéticiennes, les associations de patientes, les groupes de parole. Nous, on a un groupe de parole d'après-cancer et c'est vrai qu'on se rend compte que tout ça, ça nous aide beaucoup. Quand on voit les patientes, elles nous disent j'ai été aidée par Katia qui est la patiente partenaire, j'ai été aidée par Estelle, j'ai été aidée par le groupe de parole. Tout ça, quand on est seul médecin face à toutes les difficultés des patientes, c'est beaucoup trop difficile. Et maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est le parcours d'après-cancer. Donc le parcours d'après-cancer, vous savez qu'il a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des patientes, favoriser une reprise de vie normale et réduire les risques de récidive et de séquelles. C'est pour ça qu'il est essentiel d'avoir des consultations d'infirmières de pratique avancée. Donc maintenant, les infirmières de pratique avancée essayent systématiquement de voir toutes les patientes en fin de traitement avec un questionnaire qui est très détaillé et qui va poser toutes les questions, que ce soit sur la vie sociale, la vie sexuelle des patientes, sur la nutrition, sur le tabac. Tous ces points sont abordés. Et après, on doit avoir une boîte à outils derrière pour dire vous avez tel problème, on va vous aider avec telle possibilité. Le but n'est pas du tout que tout soit fait à l'hôpital, c'est à vous de construire des parcours avec la ville pour pouvoir... voilà, donc là, je vous ai listé tout ce qui va être abordé avec les patientes. Et un des points importants aussi, c'est le maintien et le retour à l'emploi.
Et il y a des consultations dédiées qui sont se développer dans ce sens-là. Là, je vous ai mis celle qui a ouvert à l'Hôtel Dieu. Donc, que c'est aussi bien pour les patientes en arrêt maladie, au chômage ou en invalidité. Et c'est comment anticiper son retour au travail. Donc, il y a des consultations dédiées, il y a des consultations de groupe pour essayer d'accompagner les patientes. Parce qu'il faut penser à la suite. Les patientes, de plus en plus, surtout pour un cancer RH+, sans atteinte ganglionnaire, vous les avez guéries, et moi je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de ce terme-là, certes il y a un risque de récidive, mais vous les avez guéries, et le problème derrière les patientes, si elles ne retrouvent pas leur emploi avec les qualificatifs qu'elles avaient avant, eh bien vous allez avoir le double impact derrière, sa retraite sera diminuée, sa vie sera gâchée, et alors que finalement vous les avez guéries. Donc c'est important de se poser les questions de la suite. Alors maintenant, vous savez que les possibilités pour l'après-cancer, il y a un remboursement qui a été mis en place, il y a un panier de soins, et donc ça c'est le panier de soins et ses modalités. J'en parle parce que c'est un peu nouveau et que donc tout le monde n'est pas formé à ça. Sachez que c'est un panier de 180 € par an et par patiente et qui va permettre dans 3 domaines spécifiques que sont le bilan diététique, le bilan psychologique et le bilan d'activité physique. Donc si ça n'a pas été fait pendant le traitement, ça peut être fait après. Et donc vous avez une prescription spécifique que vous trouvez sur le site. Alors là, je vous ai mis le site pour Oncorif, ça c'est pour l'Île-de-France, mais vous allez le trouver chacun dans vos régions. Et voici comment est la prescription. Donc vous mettez les coordonnées de la patiente, vous mettez si vous conseillez plutôt l'une des 3 modalités ou différentes modalités, et en dessous, elles ont des adresses pour pouvoir, spécifiques bien sûr, à chaque région. Donc en conclusion, je vous ai parlé du parcours diagnostique, en insistant sur la nécessité qu'il soit rapide, accessible, rassurant, que la collaboration avec la ville-hôpital est essentielle. Le but, ce n'est pas de construire une seule modalité d'accueil, mais d'avoir des possibilités diverses et qu'à chaque fois, toutes vos patientes puissent avoir un bilan complet et identifier, j'insiste bien là-dessus, les indications de néoadjuvants. La prise en charge, elle doit être globale et multidisciplinaire dès le départ. Il ne faut pas que ce soit juste des mots tiroirs qu'on utilise à chaque fois. L'information partagée, elle est essentielle. Si vous dites à une patiente, il faut faire ça, mais vous ne lui expliquez pas pourquoi, elle aura bien sûr du mal à adhérer à vos propositions. La majorité des chirurgies mammaires à l'avenir, elle sera en ambulatoire, donc ça nécessite beaucoup de préparation et un gros travail sur le circuit. L'après-cancer, c'est encore quelque chose qui doit beaucoup évoluer et s'améliorer. Combien de patientes viennent vous voir la première consultation de suivi en vous disant « mais j'ai cette fatigue, je ne m'attendais pas à cette fatigue ». Vous ne m'avez pas parlé de cette fatigue. Hein. Les dernières études, c'est que près de 70% des patientes après radiothérapie, même si elles n'ont pas eu de chimio, décrivent de la fatigue d'après-cancer. Donc ça, il faut pratiquement, moi maintenant j'en parle très tôt aux patientes, et en leur disant qu'elles risquent de ne pas bien le prendre, mais que finalement les meilleurs moyens contre la fatigue, c'est l'activité physique et la reprise de son activité, si possible professionnelle, ou en tout cas de ses hobbies, donc ça se prépare. Et ça marche mieux, si ce n'est pas moi qui le dis, mais une patiente partenaire qui va leur dire c'est vrai que c'est ça qui va faire qu'on va aller mieux derrière. Et puis donc on a besoin de nouveaux partenaires, que ce soit les IPA, les patients partenaires, les gens qui s'engagent pour accompagner les patients dans leur parcours et pas que les médecins. Je vous remercie. Merci Catherine pour ce bel exposé très complet sur le parcours en scénologie. J'aurais de nombreuses questions, mais je laisse la parole à la salle si vous avez des questions, des commentaires à faire. Alors peut-être, oui, allez. Gilles, vas-y. Merci beaucoup. Gilles Carancel, à Réunion. Vous avez beaucoup abordé la thématique des patients partenaires. Effectivement, c'est très tendance en l'occurrence. Il y a même un DU aujourd'hui de formation des patients experts à la Sorbonne. Patients experts. Je fais quoi d'ailleurs. D'accord. Donc, patients experts, patients partenaires, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes terminologies, même si ça regroupe les mêmes personnes. Moi, je voulais savoir comment vous les aviez recrutés, sur quels critères, comment vous faites le tri entre celles qui ont encore une revanche à prendre sur la maladie et celles qui ont une revanche à prendre sur les médecins et celles qui ont tout simplement qui sont là dans un but assez positif d'apporter leur expérience, et peut-être que l'expérience n'est pas la même chose que l'expertise, mais ça je vous laisse en parler. Merci pour cette question qui est importante. Alors c'est vrai que si j'ai utilisé tout le temps le terme de patient partenaire, parce que je travaille beaucoup avec Catherine Turet-Turgis qui a fondé l'Université des patientes et qui a créé notamment ce DU. Et c'est vrai que le terme de patient partenaire, c'est plus mis en avant, ça vient un peu du Canada, plus que patient expert.
qui finalement peut-être posent plus questions, parce après on peut être surtout expert de ce qu'on a vécu soi. Donc je pense que le terme de patient partenaire est plus intéressant. On a beaucoup discuté avec nos collègues du Canada où c'est beaucoup plus développé et où là-bas en fait finalement ils recrutent un peu tous leurs patients sous forme de bénévolat en leur proposant de venir accompagner d'autres patientes. C'est pas le choix qui a plutôt été fait dans ceux qui travaillent avec nous. Donc moi, la patiente partenaire du service, elle est passée par le DU de Sorbonne Université, et donc je l'ai rencontrée en faisant cours. Les cours sont assez intéressants parce qu'on fait cours, mais il y a aussi ce qu'on appelle entre guillemets des speed dating, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le cours, par petits groupes, chaque enseignant se retrouve un peu face à la question, donc on nous pose plein de questions, on est autour d'une table, et donc en effet, ce que vous décrivez, c'est-à-dire des gens qui pourraient être le côté revanche sur la maladie, ou en tout cas parfois quand j'entends dire je veux faire pour ne pas qu'on fasse aussi mal que ce qu'on a fait avec moi, là je dois avouer que c'est quelque chose où je vais avoir des craintes. Après, on n'est pas là non plus pour faire les bisounours, c'est-à-dire que je ne veux pas avoir forcément quelqu'un qui va expliquer que notre équipe est formidable et qu'on va tout bien faire. Mais l'idée, c'est d'avoir des gens qui vont compléter ce qu'on dit. Donc avant qu'elle commence, alors moi par exemple, elle voit les patientes après. J'ai pas fait le choix de faire des consultations en même temps qui me paraissent pas adaptées, en tout cas de mon point de vue. L'oncologue médical a fait un choix différent. Elle fait sa consultation médicale avec la patiente partenaire. Alors du coup, il a fallu d'abord voir avec la direction de l'hôpital, parce qu'en termes de confidentialité, il y a des questions qui pouvaient se poser. Moi, je ne pense pas que ce soit adapté. Moi, je trouve qu'il faut mieux le différent de couche. C'est-à-dire que, et je ne voulais pas non plus qu'elle soit avec l'infirmière d'annonce, parce que l'infirmière d'annonce, elle va avoir un peu ses spécificités, elle va parler beaucoup de la cicatrice, etc. Moi, je trouve qu'il faut multiplier finalement, les gens, ils ont beaucoup besoin de parler, donc moi, je trouve qu'il vaut mieux multiplier les rendez-vous. Alors, essayer de les faire les mêmes jours, mais pas en même temps. Donc, quand vous me demandez comment choisir les gens, c'est quelqu'un qu'on a rencontré, c'est quelqu'un où on a participé à sa formation, et puis on va s'adapter aussi dans le temps, et je vais m'adapter à ce que me disent les patients. Donc pour l'instant, j'ai plutôt des retours positifs. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est la professionnalisation, parce qu'il y a une demande forte de devenir professionnel dans ce domaine-là. Pensez bien que j'ai aucun financement de l'hôpital pour ça. Donc actuellement, les moyens que j'ai trouvés, elle a commencé sur un mode bénévole, mais je sais que ce sera difficile parce qu'il y a un certain nombre de centres de lutte qui, eux, ont des moyens pour engager des patients partenaires. Donc j'en ai perdu une comme ça, qui, une fois que je l'avais bien formée, elle a été engagée ailleurs. Donc là, la démarche actuelle, c'est d'essayer de trouver des mécénats. Donc là, j'ai eu un mécénat d'AstraZeneca. C'est que un temps, c'est que ponctuel. Et je sais que c'est un combat, mais un mécénat comme j'en trouvais pour les socio-esthéticiennes aussi. Donc on découvre, nous, un nouveau métier. Le nouveau métier d'aller chercher de l'argent pour aider les patients, mais je pense que ça vaut le coup. Merci. Peut-être que l'ARS peut aider, je ne sais pas si tu as... Carole ? Bravo Catherine, ton topo est comme toujours très inspirant, il y a plein de choses qui m'ont bien plu. Je reviendrai sur un petit peu ton focus que tu as fait sur la reprise de l'activité professionnelle, et je partage avec toi cette idée-là, et c'est bien qu'il y ait des consultations aussi organisées par les médecins du travail, etc., et qui invitent ces femmes à reprendre une activité quand elles vont bien. Mais l'expérience montre, en tous les cas dans notre région, même si tout le monde est d'accord pour une reprise, à la fin du compte, le généraliste mettra la dame en arrêt et on la reverra 6 mois, 1 an, 2 ans après, elle n'a toujours pas repris, alors qu'il n'y a pas de raison médicale. Et on n'arrive pas bien à régler ce problème dans la région. Est-ce que tu as des petits trucs, des enseignements, des EPU Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'allais dire, je me suis rendu compte que ça manquait, que c'est pas que nous former nous, mais c'est aussi former les généralistes, parce qu'on a vraiment l'impression, moi parfois les patients ils me disent vous me faites l'arrêt, ou je le demande à mon généraliste. Je dis mais non, et là on prend du temps pour expliquer, et je pense que parfois je décroche le téléphone aussi. Il faut pas que les gens aient l'impression que, parfois les patients pensent, et je pense que c'est une erreur, que l'arrêt finalement ça peut être un bénéfice secondaire du cancer, et il y a un certain nombre de généralistes qui les encouragent dans cette démarche-là. Elles ne se rendent pas compte de l'impact derrière. Elles ne se rendent pas compte comment ça va diminuer leur retraite. Enfin, c'est quand même assez terrible en fait derrière. Alors après, et puis il y a les patientes qui pensent que parce qu'elles sont pas loin de l'âge de la retraite, finalement c'est pas plus mal. Mais on se rend compte que là, en termes de taux de dépression, quand on enchaîne la retraite derrière le cancer, c'est vraiment pas facile. Alors après, tout dépend du travail, parce que là, je parle quand même d'une situation où quand les patientes apprécient et sont bien intégrées dans leur travail. Moi, je leur dis tout. Alors en tout cas, moi, ce que je leur dis, c'est la reprise, c'est difficile. Et reprendre à temps complet d'emblée, combien de patientes au bout de 15 jours s'arrêtent parce qu'elles sont épuisées? Donc moi je leur dis, il vaut mieux préparer sa reprise et essayer de reprendre plutôt à temps partiel tôt
que d'essayer de reprendre à temps plein. Donc moi, je les encourage à aller voir leur DRH assez tôt pour l'accompagner et ne pas se retrouver placardisé. Après, on est aidé par un certain nombre d'entreprises qui s'engagent, souvent parce que une femme dans l'entreprise a elle-même eu un cancer et se bat pour faire mieux. Donc moi, j'en croise partout, Europe Assistance, L'Oréal, enfin des gens qui derrière. Et il y a des entreprises qui se sont engagées, c'est bon pour leur com aussi, de dire qu'ils s'engagent à mieux reprendre avec eux, dans leurs équipes, des gens qui ont un cancer et que finalement, le fait d'avoir fait face à la vulnérabilité donne à ces gens-là une force plus importante et finalement, alors c'est beaucoup Catherine Turette-Turgis qui travaille là-dessus, de dire que ça leur donne des compétences nouvelles pour faire mieux leur travail. Alors, oui. Merci beaucoup pour ton topo. Les conseillers en génétique vont pouvoir rendre les résultats maintenant, puisque c'est passé au Conseil d'État et au Sénat, donc ça c'est bien. Et l'autre point, donc l'après-cancer, pour nous, c'est après la chirurgie ou la chimiothérapie, mais avant l'hormonothérapie. Donc après, on est plutôt dans le droit à l'oubli au moment de l'hormonothérapie. Donc il nous manque du personnel pour vérifier que les traitements soient bien pris, en fait, en particulier l'hormonothérapie. En plus, maintenant qu'on va rajouter des traitements en post-chimio pour les patientes qui ont des facteurs de mauvais pronostic. Et là, est-ce que les IPA t'aident dans le cadre de la compliance après le suivi pour l'hormonothérapie ? Alors oui, alors les IPA, au départ, leur cœur de métier, pour beaucoup, ça a été de suivre les autres traitements médicaux, donc maintenant les inhibiteurs de CDK4/6, les chimiothérapies orales, etc. Mais on s'est rendu compte que finalement, même en termes d'impact, finalement, l'observance de l'hormonothérapie, c'est un élément majeur. Donc lorsqu'elles font le bilan d'après-cancer, elles prévoient de recontacter les patientes 3 mois après. Après, on va avoir peut-être probablement un souci de nombre. C'est pour ça que j'ai proposé que l'IPA travaille en partenariat avec la patiente partenaire pour qu'elle se partage les appels. Et je pense qu'on peut essayer de compter sur ces... Après, il ne faut pas penser qu'à chaque fois, tout le monde va nous prendre le job. Donc, moi, je pense qu'en tant que médecin, quand on sent que l'hormonothérapie, ça va être difficile, on peut voir les patientes à 3 mois au lieu de les voir à 6 mois. Surtout quand on voit que les patientes sont très réticentes vis-à-vis du traitement et où je leur dis... Voilà, on se met d'accord, ça ne va pas être 6 mois, on se voit dans 3 mois, on fait le point ensemble, mais voilà, c'est un contrat entre nous, essayez de tenir 3 mois et contactez-moi avant s'il y a besoin. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Très bien, merci Catherine. On pourra reprendre la discussion peut-être à la fin lorsque tout le monde aura fait une présentation. Professeur Carole Matelin qui va donc nous parler des conséquences de la réforme des autorisations en chirurgie cancérologique et en particulier pour la filière scénologique, la mise en application de ce texte réglementaire de fin avril 2022. Quelles conséquences pour juin 2023 ? Merci. Merci à nos 2 directeurs d'être là, on est très flattés, et merci à notre radiologue. Donc on va parler des nouveaux seuils en chirurgie oncologique mammaire. Est-ce que ça va modifier les parcours de soins sur le territoire français ? C'est une présentation que j'ai préparée avec Massimo Lodi, qui est peut-être dans la salle, qui est praticien hospitalier à Strasbourg, à l'unité de scénologie, et Charlotte Vest, qui ne peut pas être avec nous, mais qui nous transmet ses salutations de Toulouse. Alors nous n'avons pas de lien d'intérêt en rapport avec ce sujet. Et je rappellerai un petit peu nos obligations, puisque lorsqu'on travaille dans une unité de scénologie, il faut quand même que cette unité de scénologie ait une autorisation. Et cette autorisation spécifique est délivrée par l'Agence régionale de santé et elle est basée sur des obligations réglementaires. Il y a un article du Code de la santé publique qui définit cette autorisation. Et l'idée de tout ça, c'est de garantir sur tout le territoire français et de manière équitable la prise en charge, la qualité de cette prise en charge et la sécurité de cette prise en charge des femmes qui ont un cancer du sein. Alors ce dispositif d'autorisation, vous le savez, il repose sur 3 axes principaux. Il nous faut, et Catherine l'a très bien rappelé tout à l'heure, des conditions transversales de qualité. Et elle nous a montré ce que c'était la qualité d'un service. Il faut évidemment disposer d'un dispositif d'annonce. Il faut que les décisions thérapeutiques soient prises en RCP. Il faut qu'on respecte des référentiels de bonne pratique. Il faut remettre, et Catherine a montré le sien, un plan personnalisé de soins. Il faut pouvoir proposer à vos patientes des soins de support si elles en ont besoin. Bien sûr, des traitements innovants ou des essais cliniques. Il faut aussi que les établissements soient membres d'un réseau régional de cancérologie. Dans le Grand Est, il s'appelle le réseau NEON.
et qui coordonne les établissements de la région qui a une activité en cancérologie, ce qui fait qu'on peut se donner aussi un coup de main en cas de difficulté pour un service ou l'autre. Et puis le dernier point, qui est l'objet de notre communication aujourd'hui, c'est le respect de seuils d'activité minimale pour chaque établissement. Et donc on va y venir. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis ce sujet aujourd'hui ? C'est parce qu'on est dans l'actualité. Et vous savez qu'il y a eu la publication de l'arrêté, c'était le 26 avril 2022, qui a modifié l'arrêté qui était très ancien du 29 mars 2007, qui avait fixé le seuil d'intervention minimale à 30 interventions carcinologiques par an et par établissement, ce qui est extrêmement peu, et on était assez nombreux à militer pour une augmentation de ces seuils. Et finalement, à partir du 1er juin 2023, le seuil qui va nous être imposé est un seuil minimal de 70 interventions carcinologiques mammaires par établissement. Ce n'est pas ce qu'on souhaitait. On souhaitait plus, mais c'est déjà bien que ce soit plus qu'avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les unités de scénologie qui n'arriveront pas au seuil de 70 cette année, eh bien, ils pourront garder leur autorisation s'ils sont à plus de 80% des 70 interventions autorisées, mais il faudra qu'ils aient 70 l'année prochaine. Alors, on s'est posé 6 questions sur ces changements de seuil et on va essayer de répondre à ces 6 questions. Le premier, c'est actuellement en France, là en 2023, quelle est l'activité des établissements qui pratiquent des interventions de chirurgie carcinologique mammaire ? Deuxième point, est-ce qu'on a eu raison de changer les seuils ? Est-ce que réellement ces seuils ont un impact sur la mortalité par cancer du sein ? Est-ce que ces seuils ont un impact sur les choix thérapeutiques, sur les délais de prise en charge ? Est-ce qu'ils ont finalement un impact sur le personnel qu'on peut avoir dans nos services et sur l'équipement ? Et puis à la fin, on va se projeter un peu dans les autres pays et regarder comment ça se passe ailleurs. Alors, première question. Où est-ce qu'on en est maintenant, en 2023 ? Eh bien, j'ai décidé de vous montrer un peu l'évolution sur les 10 dernières années. Donc, on va commencer par 2012. Quelle était la situation ? En 2012, en France, il y avait 652 établissements qui avaient au moins réalisé une chirurgie carcinologique mammaire. Ça a un petit peu chuté, 2013, 602, 2014, 571. Donc une diminution du nombre d'établissements qui ont fait de la scénologie. Et si on regarde la situation, il y a quand même beaucoup d'établissements qui avaient décidé d'opérer des cancers du sein alors qu'ils n'avaient pas d'autorisation. Vous voyez, en 2012, sur les 652, 133 n'avaient pas d'autorisation. 2014, encore 115 qui n'avaient pas d'autorisation à faire de la scénologie. Donc je pense que ça peut poser des problèmes médico-légaux en cas de pépin pour une patiente traitée dans ce type d'établissement non autorisé. En 2015, on en était où ? Eh bien, 600 établissements avaient réalisé au moins une chirurgie de cancer du sein et 189 avaient une activité inférieure au seuil de 30. Donc c'est des chiffres importants. 412, une activité supérieure à 30. Actuellement, 2023, 393 établissements sont autorisés à pratiquer la chirurgie mammaire et on va passer donc au mois de juin ce seuil à 70. Eh bien, en théorie, il y a 130 établissements qui devront arrêter d'opérer des cancers du sein et finalement, il n'y en a qu'à peu près 264 ou peut-être un petit peu plus qui garderont leur autorisation. Donc vous voyez, ça fait une sacrée diminution entre les 650 il y a 10 ans et les 250 ou 264 maintenant. Alors si on regarde maintenant la proportion de patientes opérées dans les différents établissements, eh bien on se rend compte que la majorité des patientes, quand même 80% des patientes traitées pour un cancer du sein en France, sont prises en charge dans des établissements qui ont des seuils supérieurs à 100. Et il n'y a que 2% finalement des patientes qui vont dans des services dont le seuil est inférieur à 30. Donc même s'il y a beaucoup d'établissements qui doivent arrêter de faire de la scénologie, il n'y aura quand même pas énormément de patientes qui vont être concernées. Donc si on extrapole ces données, on peut estimer qu'il y a à peu près 10% des femmes qui ont un cancer du sein
qui ne pourront plus être opérés dans les établissements dont le seuil est inférieur à 70, que ces établissements n'auront plus d'autorisation, et ça représente à peu près 5 000 à 6 000 patientes sur les 60 000 qu'on a chaque année qui vont devoir être dispatchées dans les autres établissements qui ont une autorisation. Et donc, finalement, ça ne va pas représenter énormément de patientes supplémentaires par établissement. Ça fera 10 ou 20 patientes de plus pour chaque établissement de plus de 70 interventions. Alors, est-ce que finalement, si on fait tout ça, est-ce que c'est bien pour la mortalité par cancer du sein? Est-ce qu'on arrive à prouver que les seuils ont un impact sur la mortalité? Alors, il y a une très belle étude, et je pense que vous la connaissez. Elle a été faite par l'assurance maladie en France sur 3 années consécutives, 2012, 2013, 2014. L'assurance maladie a colligé à peu près 45 000 dossiers chaque année, donc ça nous fait 130 000 patientes qui ont été suivies jusqu'à fin décembre 2016, avec l'exploitation des résultats en 2017 et 2018, donc très grosse cohorte suivie. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, si vous regardez nos établissements qui ont un seuil inférieur à 30, le taux de mortalité de ces femmes opérées d'un cancer du sein est de 25 pour 1000 la première année. Si je regarde un établissement qui fait plus de 100 patientes par an, mon taux de mortalité passe de 25 pour 1000 à 12 pour 1000, il est réduit de moitié, ce qui est incroyable, hein. Si vous regardez le suivi à 4 ans de ces femmes opérées dans des petits établissements, la mortalité à 4 ans pour les établissements qui font peu de cancérologie est de 119 pour 1000. Pour les établissements qui en font plus de 100, vous tombez à 73. Et si on regarde les années suivantes, 2013, vous êtes dans le même ratio. Regardez, suivi des femmes opérées en 2013, 2 à 3 ans plus tard, petits établissements inférieurs à 30, 100 pour 1000 mortalité entre la 2e et la 3e année. Les gros ont 56 en mortalité, donc 2 fois moins, et c'est pareil pour 2014. Et si vous regardez la notion d'autorisation de cancérologie, ben vous voyez que les établissements qui ont une autorisation ont des taux de mortalité 2 fois moins importants que ceux qui n'ont pas l'autorisation. Et c'est très significatif dans le temps, et c'est quelque chose qui perdure au-delà des années. Et là, si on estime par exemple que les meilleurs services sont ceux qui font plus de 150 interventions, lorsqu'on calcule le surplus de mortalité, vous voyez qu'il est vraiment corrélé avec le nombre. Regardez l'intervalle de confiance. Par exemple, inférieur à 100, on est 1,84. Donc quelque chose d'important. Et si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, et là je vous montre un exemple américain, vous voyez la chute des taux de mortalité par cancer du sein en fonction du nombre d'interventions pratiquées. Et vous voyez qu'on réduit beaucoup, jusqu'à 300. Et ça, c'est un peu le seuil auquel la mortalité se stabilise. Donc vous voyez, passer un seuil de 70, on est peut-être très bas par rapport à ce qu'on peut faire pour nos patientes. Alors, est-ce que ces seuils ont aussi, on l'a vu, donc un impact sur la mortalité, mais un impact sur les choix thérapeutiques? Eh bien, la réponse est oui. L'assurance maladie a regardé, par exemple, les taux de mammectomie. Il y a des mammectomies qui avaient été considérées comme évitables. Parfois, il faut quand même les faire parce que c'est la demande de la patiente, la dame est âgée, ou il y a une mutation génétique, etc. Donc, parfois, la mammectomie aurait pu être évitée, mais on l'a fait quand même. Donc, toutes les mammectomies évitables ne doivent pas être évitées. Mais les établissements qui en pratiquent peu ont des taux de mammectomie évitables plus importants. C'est pareil pour les gestes axillaires. Dans les petits services, il n'y a souvent pas de réalisation des échographies du creux axillaire. C'est un examen un peu difficile, peut-être les radiologues nous en parleront. Et parfois, des patientes ont des curages qui ne sont pas indiqués. Et je vous montre là aussi, pour les établissements qui en font moins, le taux de curage non indiqué plus important. La reconstruction, là c'est une autre étude, une étude qui émane de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, qui est sortie en 2017, qui analysait les pratiques chirurgicales en France en fonction du volume d'activité. Et lorsqu'on regarde les reconstructions,
eh bien, les femmes atteintes d'un cancer du sein ont une probabilité 2 fois plus élevée de bénéficier d'une reconstruction mammaire immédiate lorsque les établissements réalisent plus de 110 chirurgies par an versus 50 à 110. Donc ces femmes qui vont dans des petits établissements où il n'y a pas forcément des oncoplasticiens ou des équipes qui savent reconstruire en immédiat, eh bien, ne peuvent pas proposer cette technique aux patientes. Autre question, est-ce que les seuils ont un impact sur les délais de prise en charge? Eh bien, la réponse est oui. Les délais de prise en charge sont augmentés dans les petits établissements, que ce soit le délai entre la mammographie et la chirurgie, ou la mammographie et la chimiothérapie adjuvante, les délais entre chimio néoadjuvante et chirurgie, chirurgie et radiothérapie, chirurgie et chimioadjuvante, et chimiothérapie adjuvante et radiothérapie. Donc tous ces délais sont augmentés. Et c'est important de respecter ces délais. Et il y a une étude américaine que j'aime bien qui a mis en évidence l'impact négatif sur la survie d'un délai supérieur à 21 jours entre la chimiothérapie néoadjuvante et la chirurgie. Et cet impact sur la mortalité est même persistant chez les femmes qui sont en réponse complète. Et ça a été montré dans 2 publications. Donc, importance des délais à respecter. Autre question, est-ce que si on a un établissement avec peu de patients, on peut avoir un beau plateau technique et beaucoup de personnel? Évidemment, la réponse est non. Dans les petits établissements, 16% n'avaient pas de radiologie du tout dans l'établissement. 50% devaient utiliser un service de médecine nucléaire qui était hors de leur site. Et 70% avaient recours à un plateau d'anapathe en dehors de leur établissement. Donc, il faut transporter les pièces. Cette organisation, bien sûr, a des conséquences sur les parcours des patients, parce que dans certains cas, les repérages ont dû être faits plusieurs jours avant avec des hameçons qui s'étaient déplacés. Et puis, parfois, quand on a du mal à avoir un ganglion sentinelle, on finit par ne pas le faire, et des patientes ont un curage qui est inutile, et ce sont les données qui ont été montrées par l'assurance maladie. Il y a aussi un problème de personnel. Dans cette enquête de l'assurance maladie, on a vu que 10 établissements qui pratiquaient de la chirurgie du sein n'avaient qu'un seul chirurgien mammaire. Donc quand on n'a qu'un chirurgien mammaire, comment on fait pour la permanence des soins quand il y a un souci? Comment est-ce qu'on fait l'été? Comment est-ce qu'on fait pour aller à toutes les RCP? Donc finalement, les pays qui ont introduit une démarche de labellisation des centres de scénologie ont défini un nombre minimal de chirurgiens du cancer du sein à au moins 2 équivalents temps plein par unité. Ce n'est pas possible de travailler avec moins. Et puis les autres pays, comment on se situe, nous, par rapport aux autres? Pas très bien. Nous, on est au seuil de 70 maintenant, mais l'Allemagne à 150, l'Espagne à 150, l'Angleterre 100, la Belgique 125, l'Italie 150. Les recommandations de l'EUSEMA et de la Société internationale de scénologie, c'est de faire au moins 150. Et on a vu qu'on n'était pas encore au meilleur de nos capacités à 150. Pour les chirurgiens, beaucoup de gens pensent qu'il faudrait avoir un seuil par chirurgien. Il faudrait au moins qu'un chirurgien scénologue fasse 50 nouveaux cas de cancer du sein par an. C'est le cas en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie, et ce sont les recommandations de l'EUSEMA. Nous, avec nos seuils de 70, c'est sûr qu'on ne va pas le faire. Et puis, il y a des recos aussi pour les radiologues, et ça, M. Serror interviendra. On estime qu'il faut au moins lire 1000 mammographies ou 500 pour ceux qui sont moins exigeants par an. Il faut que les anapathes lisent un certain nombre de pièces opératoires, qu'ils soient habitués à faire de la pathologie mammaire, et puis bien sûr que les chimiothérapeutes aient l'habitude aussi de soigner cette pathologie. Reste un autre problème qu'on n'a pas abordé, qui est le problème de la formation des chirurgiens scénologues en France. Nous sommes majoritairement issus de la gynécologie obstétrique en France, mais on aurait besoin, peut-être au-delà de cette formation de gynéco-obstétrique, une formation un petit peu plus axée sur la scénologie, parce qu'il faut savoir faire de l'oncoplastique maintenant, il faut l'apprendre, les techniques sont nombreuses, et il faudrait peut-être s'intéresser à un parcours de soins. Et là, je vous lis un rapport de l'Académie nationale de médecine qui est sorti en 2022 concernant la scénologie. Donc je vous lis la phrase. La scénologie, discipline d'organes à part entière, est noyée dans les spécialités chirurgicales dont le champ est immense
et où les connaissances de chirurgie plastique sont fondamentales pour réduire au maximum les séquelles. Il est donc choquant, et c'est le mot qu'ils ont utilisé pour les auteurs de ce rapport, qu'aucune instance ne s'intéresse de façon spécifique à la formation initiale, à la formation continue et à la certification du savoir-faire des chirurgiens concernés par la pathologie mammaire, comme cela existe dans plusieurs pays européens et aux États-Unis. Et l'idée était de dire, votre groupe 5 du collège, eh bien, il faudrait faire évoluer la formation initiale et continue visant à améliorer le savoir-faire en chirurgie mammaire oncologique. Et donc, pour conclure, j'ai essayé de vous montrer les résultats de cette grande étude française sur plus de 130 000 patientes qui a évalué la mortalité par cancer du sein en fonction des caractéristiques de l'établissement. Et on a vu que oui, ça influe de manière très significative sur la mortalité, avec des risques de décès 2 fois plus élevés dans les établissements qui n'ont pas l'habitude d'en pratiquer. Qu'est-ce qui se passe avec le changement des seuils? C'est que les patientes devront faire un petit peu plus de route pour aller dans un hôpital qui a un seuil plus important, mais l'allongement des trajets ne va pas être très important, 30 minutes ou un petit peu plus. Les nouveaux seuils vont constituer un levier de transformation des pratiques dans une perspective d'organisation et de coordination entre les professionnels et surtout entre les secteurs de prise en charge privés et publics, et je pense que c'est une bonne chose. Et ce qui nous paraît nécessaire, c'est qu'il y ait une information qui soit adaptée auprès des personnels de santé. Peu de généralistes connaissent ces histoires de seuil et d'autorisation. Et puis les patients ne le connaissent pas forcément, et je pense qu'il faut informer les patientes sur ces notions-là. Et la mise en vigueur de ces nouveaux parcours, si elle est accompagnée d'une information, devrait améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer du sein, et ça représente à peu près 60 000 en France chaque année. Et je vous remercie. Très bien, merci. Et merci pour cette mise au point très claire et instructive sur les conséquences des seuils en chirurgie mammaire. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, allez-y. Docteur Suzy Brousse à Rennes, on avait eu justement ce débat lors du DU, il y a des formations de DU de chirurgie oncologique, où un représentant de l'INCa était venu justement nous présenter ces seuils, et aussi pour l'ovaire, qui sont introduits aussi dans l'ovaire. Et ça a été évidemment houleux, puisque dans la salle, il y avait de nombreux chirurgiens qui étaient dans des centres qui n'auraient plus d'agrément. Moi, je pense évidemment que c'est évidemment nécessaire de faire des seuils comme ça. Je ne comprends pas qu'on puisse opérer sans en opérer assez. Qu'est-ce qui est fait par contre comme communication auprès des populations pour qu'elles l'acceptent? Parce qu'on voit, nous, on est gynéco-obst, on voit que quand une maternité ferme, c'est tout à pataquès, alors que finalement, on les ferme pour la sécurité des patientes, parce qu'il y a des décès, et nous, c'est arrivé dans notre région. Donc, est-ce que vous savez s'il y a justement des dispositifs qui sont faits pour sensibiliser les populations, pour leur dire, oui, vous allez rouler un petit peu plus, mais vous allez être mieux pris en charge? Alors, à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Moi, je compte beaucoup sur Madame Coste, qui va être la communicante de ce collège, pour essayer de communiquer auprès d'autres journalistes pour que l'info soit relayée. Parce que je pense aussi que c'est dommage qu'une patiente soit opérée dans un établissement qui ne soit pas autorisé, où on a vu que la NAPAT n'est pas dans l'établissement. Souvent, il n'y a pas de médecine nucléaire. Souvent, le repérage est fait et s'est déplacé avant que la dame n'arrive. Et avec la preuve d'une augmentation des taux de mortalité x2, quoi. Oui. Rebondir sur ce que vous dites, en libéral, on n'a pas la médecine nucléaire, pas forcément le repérage sur place, et c'est pas pour autant qu'il y a une mauvaise prise en charge des patientes. Donc déjà, il faut qu'on arrête de dire que c'est pas parce que tout est pas sur place. Je l'ai pas dit, j'ai montré que le fait d'avoir un petit établissement fait qu'on a besoin d'avoir des partenaires, et ça, on peut tout à fait avoir des conventions. Mais dans l'étude de l'assurance maladie, il a été montré que quand il n'y avait pas de service de médecine nucléaire facilement accessible, il y avait des curages inutiles. D'accord. Okay. Ou si le radiologue n'avait vraiment pas du tout l'habitude d'explorer un creux, finalement l'exploration du creux n'était pas faite et la patiente avait malheureusement un curage pour rien. Donc je pense que c'est très bien de travailler en réseau, et nous aussi on le fait.
C'est indispensable. C'est indispensable et je le dis en conclusion, hein, il faut vraiment qu'il y ait un partenariat, je le dis, le quatrième point, entre les secteurs de prise en charge privé et public, ce que nous faisons tous les jours, mais il faut former tous les maillons de la chaîne. Si un maillon faible, toute la chaîne est faible. Et c'est pour ça qu'il y a le problème de la formation des gens qui participent. Je pense qu'un radiologue, il ne sait pas forcément très bien lire une mammographie s'il en voit 10 par an. Donc, il y a le problème des seuils pour les radiologues. Il y a le problème... C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de RCP qui sont organisés en libéral, auxquels des radiologues plus spécialisés en scénologie participent dans ces RCP. Donc je crois que vous avez tout à fait raison d'avoir quand même insisté sur ce point. On peut parfaitement en libéral, à partir du moment où c'est un libéral organisé, avoir ces critères de qualité qui sont nécessaires. Et moi, je crois beaucoup à cette collaboration, et c'est pour ça que je l'ai noté. Vraiment, il faut qu'on travaille ensemble, privé-public, qu'on ait de la qualité, que les gens soient formés. En plus, il y a plein de gens qui ont envie d'être formés, mais il n'y a pas toujours les formations qui vont bien. Et j'ai juste la deuxième remarque. Malheureusement, il y a une très bonne communication sur le sujet, avec Cache Investigation sur ce problème des seuils. Enfin, je ne crois pas qu'elle est très bonne, hein, la com. Non, mais par contre, pour le public, ça a bien marqué. Oui, je l'ai vu, mais j'aurais aimé des arguments peut-être un peu plus scientifiques. Carole, pourquoi, à ton avis, on a beaucoup insisté sur le nombre de chirurgies par structure et beaucoup moins individuellement pour le médecin qui opère? Oui, c'est ça qui est terrible, hein, c'est qu'on n'a pas de seuil par chirurgien. Donc, à la limite, dans une structure, il peut y avoir quelqu'un qui va en faire 4 par an, les autres en feront beaucoup, mais celui qui en fait 4 gardera l'autorisation parce que l'établissement est autorisé. Et c'est pour ça que le ZOMA et la Société internationale de scénologie, à laquelle on adhère, voudraient que chaque chirurgien fasse au moins 50 cancers du sein par an. C'est la spécificité de l'exception française, il faut bien quand même se démarquer un petit peu. Non, juste un point sur les seuils. Enfin, si je me souviens bien, les seuils sont arrivés au début des années 2000, concomitamment à la tarification à l'activité, si je me souviens bien. Pendant 15 à 20 ans, ça n'a pas évolué, donc il fallait que ça évolue. Et c'est déjà un bon progrès qu'on attendait depuis très longtemps. Est-ce que 70, c'est suffisant ? Je ne sais pas, c'est peut-être une étape, probablement, mais en tout cas, c'est déjà un progrès. Après, les effets du volume d'activité chirurgicale sur la mortalité, sur la prise en charge, oui, il y a l'effet seuil probablement, mais il y a aussi l'effet pluridisciplinaire malgré tout, parce que, qu'on le veuille ou non, on peut être très bon chirurgien, en faire peut-être une trentaine ou une quarantaine dans une clinique, évidemment, et avoir une collaboration multidisciplinaire et une très bonne prise en charge, à mon avis, dans ce sens-là. Je pense que cet effet multidisciplinaire, alors c'est difficile de l'évaluer, de le quantifier, mais il est, à mon avis, fondamental. C'est vraiment la spécialité cancérologique, où vraiment la multidisciplinarité, elle est très importante, je crois. Et puis, il faut la permanence des soins. Parce que malheureusement, quand quelqu'un, même très bon, est tout seul, le jour où il est en vacances, quand il a un pépin, qui reprend la dame, comment c'est organisé, etc. Et il y avait des services qui n'avaient pas de permanence des soins organisés. Je veux juste faire un bémol sur l'étude que j'avais étudiée à l'époque, je me souviens, celle qui a été publiée en 2016 par l'Institut de santé publique. Attention dans les interprétations, oui, on a moins de reconstruction mammaire dans des établissements où il y a moins d'activité et autres, mais il y a quand même l'effet T2A qui biaise un peu l'accès à la reconstruction en un temps, en 2 temps. On a aussi un effet pervers de cette T2A sur les modalités de la prise en charge chirurgicale radicale ou de désescalade, évidemment aussi. Bien, on va passer à la... Ah, pardon, il y avait une dernière question. Vous avez parlé de la formation spécifique à la chirurgie mammaire et l'oncoplastie. Qu'est-ce qui est imaginé actuellement Alors, il y a des DU pour l'instant qui sont organisés, mais qui ne sont pas obligatoires. Ou alors, l'autre chose qu'on peut faire, c'est s'associer à un service de chirurgie plastique et opérer à 4 mains. Avoir une collaboration avec un service qui peut venir donner un coup de main si on a un diep, une microchirurgie, des choses comme ça à faire. Il n'y a rien de concret. Mais il n'y a rien qui est obligatoire en France. Bien, nous allons passer à la 3e présentation. Donc, au cours de ces 2 précédentes, nous avons beaucoup parlé de la qualité et de certains chiffres seuils. Donc,
Claire Théodore, qui est chirurgien sénologique à l'hôpital Tenon, va nous parler sur le sujet des indicateurs qualité et de la sécurité des soins. Elle parle en remplaçant Charlotte Weiss, c'est ça, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Tout à fait. Et merci du coup, de l'avoir remplacé en tous les cas. Je vous remercie de m'avoir proposé. Et du coup, ce topo a été élaboré avec le professeur Weiss, qui m'a gentiment proposé son aide en déclinant sa venue. Et donc, je vais, pour finir, rester dans le thème et vous parler donc des indicateurs qualité et sécurité des soins. Donc, je n'ai pas d'un conflit d'intérêt avec cette présentation. Tout d'abord, vous réexpliquer le contexte et pourquoi ce topo, vous définir et vous donner les objectifs de ces indicateurs, quel développement dans le cancer du sein, et donc il y a une recommandation qui vient d'être mise à jour en novembre 2022 par la HAS, et enfin, en pratique, qu'est-ce que ça peut donner. Donc on a essayé de faire une simulation dans notre service et conclure. Donc, pourquoi parler de ces indicateurs ? Ça englobe un peu les questions qu'on vient de soulever entre le parcours de soins des patientes et les seuils d'activité. Ces indicateurs qualité et sécurité des soins, ce n'était pas tout à fait dans notre culture française et c'est développé au niveau international dans certains pays anglo-saxons depuis le début des années 60. Donc, on était un peu en retard et ça a été demandé par Olivier Véran à partir de 2010 et 2017 surtout pour Monsieur Véran. Ça pourrait permettre d'une part de limiter les dépenses d'actes et de prescriptions inutiles en encadrant un peu mieux les actes et les examens complémentaires. Et on considère que ces dépenses inutiles, elles concernent 25 à 30% de nos prescriptions. Ça pourrait devenir aussi un outil de certification, voire d'autorisation en cancérologie autre que les seuils, le respect en fait de critères qualité et de critères de sécurité pour les patientes. Et évidemment, il fallait développer des indicateurs qui soient spécifiques à la cancérologie. On ne traite pas un accident vasculaire cérébral comme un cancer, et parce qu'on a, nous, un parcours de soins à coordonner et dont il faut assurer la qualité. Sauf que on ne traite pas un cancer du côlon comme on traite un cancer du sein. Donc finalement, ces indicateurs qualité, ils doivent être spécifiques selon le type de cancer. Et donc, il y a eu une recommandation pour le cancer du sein, vu que c'est le premier cancer en termes de fréquence chez la femme. Et on a aussi des recommandations qui sont sorties sur le cancer du côlon. Et pour finir, ces indicateurs, il faut qu'ils soient automatisables. Il ne faut pas que ce soit une surcharge de travail pour les médecins, pour les administratifs. Et donc, il faut que ces indicateurs ils puissent être extraits automatiquement des données déjà acquises, donc via le PMSI, via les bases de données qu'on a, pour que ce soit une aide à l'exploitation, à l'amélioration de nos parcours et pas un travail supplémentaire à remplir par les médecins notamment. Donc ces indicateurs, il faut que ce soit des outils de mesure de la qualité et de la sécurité des soins. Il faut qu'ils soient fiables et validés. Il faut qu'ils soient utilisables aussi bien dans les structures hospitalières publiques que dans les cliniques, comme on vient de le voir. Et donc ils sont mesurés soit à partir des données médico-administratives, soit à partir de questionnaires patients ou de questionnaires établissements selon les sujets. Ils sont développés par les professionnels de santé, mais pas seulement, aussi par les patients et les usagers et les politiques, à partir de références qui doivent être professionnelles, organisationnelles, réglementaires et ou un consensus d'experts. Nous, dans les indicateurs qualité et sécurité des soins, il y aura deux types d'indicateurs. Il y a des indicateurs de processus qui vont servir à évaluer le parcours de soins, l'activité de soins, et il y aura des indicateurs de résultats pour évaluer les bénéfices et les risques générés par l'acte en termes d'efficacité, de satisfaction et de sécurité pour le patient. Évidemment, chaque critère, chaque indicateur doit être validé et donc répondre à un certain nombre de critères que vous avez listés. Donc tout ceci, si vous voulez plus d'informations, il y a une très belle définition sur le site de la HAS. Les objectifs de ces indicateurs, ils sont de 3 niveaux. Ils sont d'abord pour les établissements de santé de fournir des outils de gestion et de qualité sur la sécurité des soins. Pour les usagers, ils peuvent répondre à des exigences de transparence et donc ces indicateurs, les résultats seront publiés sur un site qui sera le Caliscope.
Et enfin, ils pourront aider au niveau administratif, au niveau organisationnel pour les ARS notamment, au reporting et à la régulation par la qualité des soins. Donc maintenant, qu'est-ce qui a été développé dans le cancer du sein? Donc c'est la recommandation qui a été mise à jour en novembre 2022 et ça a permis d'établir 10 indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Comment elle a été élaborée, cette recommandation? Alors elle s'est faite en 3 phases. Il y a d'abord eu une phase préparatoire qui a recensé les recommandations nationales et internationales et qui a aussi évalué les indicateurs déjà existants dans les autres pays, vu qu'on n'était pas les premiers à faire ça. Et en parallèle, on a aussi évalué auprès des usagers, des patients, les besoins nécessaires à l'amélioration du parcours de soins et à la qualité des soins. Ça a permis d'établir une préliste d'indicateurs qu'on a proposée à des experts. Pardon. Il y a eu donc une deuxième phase qui a été la phase d'expertise. Chaque expert a été invité par mail de façon personnelle à noter chaque indicateur. Et ensuite, il y a eu une réunion des experts où on a pu discuter les résultats de ces premières cotations et établir une deuxième cotation en concertation. Ça a permis de définir la liste définitive des indicateurs de qualité et sécurité des soins qui étaient à développer en France. Et enfin, il y a eu une concertation nationale où on a présenté ces indicateurs aux différents acteurs du terrain, aux professionnels de santé, aux patients et aux acteurs politiques. Donc voici le résultat, ça a donné 10 indicateurs que je vais vous présenter un par un. Et ces 10 indicateurs sont pour la majorité des indicateurs du parcours de soins et un indicateur de résultat. Donc tout d'abord, le premier indicateur, c'est la proportion de femmes ayant eu le premier traitement, que ce soit chirurgie, chimiothérapie, traitement anti-hormonal, dans un délai inférieur ou égal à 6 semaines à compter de la date de la mammographie précédant le traitement. Donc c'est la mammographie d'alerte, côté ACR4 ou ACR5, qui fait seuil de début pour compter ces 6 semaines par rapport au début de la prise en charge. Et comme on voit sur la diapo, il faut que la biopsie ait lieu dans l'intervalle avec l'annonce des résultats et la mise en place du premier traitement. Le taux cible, c'est que plus de 90% ou au moins 90% des patientes respectent ce délai et on a une alerte s'il y a moins de 80% des patientes qui respectent ces 6 semaines. Le deuxième indicateur, c'est la proportion de femmes ayant eu une biopsie avant le premier traitement. Et donc connaître le diagnostic histologique avant de proposer une chirurgie, une chimiothérapie ou un traitement anti-hormonal. Le taux cible, c'est évidemment supérieur à 98%, avec une alerte si on passe à un taux égal ou inférieur à 95%. Le troisième indicateur, c'est la proportion de femmes traitées pour un carcinome canalaire in situ avec une chirurgie conservatrice, donc un CCIS de petite taille, pour laquelle il n'y a eu aucune exérèse de ganglion sentinelle ou de curage axillaire, un taux cible supérieur à 95% et une alerte si on passe en dessous de 90%. Le quatrième item, c'est la proportion de femmes opérées pour un cancer invasif du sein sans envahissement ganglionnaire et qui a eu une exérèse du ganglion sentinelle sans curage axillaire, avec un taux cible supérieur à 95% et une alerte inférieure à 90%. Le cinquième item, c'est la proportion de femmes ayant eu une radiothérapie après un traitement conservateur du sein pour un carcinome canalaire in situ ou un infiltrant. Et le taux cible doit être supérieur à 95% avec une alerte inférieure à 90%. Le sixième item, c'est la proportion de patientes ayant un carcinome canalaire in situ qui ont eu une reconstruction mammaire immédiate. Et il n'y a pas de taux cible, évidemment, puisqu'on ne peut pas préjuger du pourcentage d'extension des CCIS. Mais par contre, il faut qu'il y ait au moins 30% de patientes qui puissent bénéficier de cette reconstruction immédiate. Le septième item, c'est la proportion de femmes atteintes d'un carcinome canalaire in situ ou invasif non métastatique dont le délai entre la chirurgie et le traitement adjuvant, chimiothérapie ou radiothérapie est conforme au délai attendu. Et là, les délais sont différents que ce soit in situ ou infiltrant. Pour l'in situ, le délai entre la chirurgie et la radiothérapie est de 12 semaines,
Alors que pour l'infiltrant, alors le délai entre chirurgie et radiothérapie est toujours de 12 semaines, pardon, et par contre le délai entre chirurgie et chimiothérapie adjuvante doit être de 6 semaines. Et donc les taux cibles varient légèrement en fonction que ce soit in situ ou infiltrant. La strate A, c'est pour l'in situ, la strate B, c'est pour l'infiltrant. Et donc on doit avoir au moins 95% pour l'in situ et plus de 90% pour l'infiltrant. On a une alerte inférieure à 90 ou à 85% selon les cas. Enfin, la proportion de femmes atteintes d'un carcinome invasif non métastatique du sein dont le délai entre la fin de la chimiothérapie adjuvante et le début de la radiothérapie est inférieur à 6 semaines, avec une cible de plus de 95% et une alerte en dessous de 90%. Et le 9e indicateur, c'est la proportion de femmes ayant eu une reprise chirurgicale carcinologique mammaire après chirurgie première conservatrice du sein, avec des taux différents, que ce soit un in situ ou un infiltrant. Pour l'in situ, le taux cible de reprise doit être inférieur à 20%, avec une alerte si on est au-delà de 30% de reprise. Pour l'invasif, le taux cible doit être inférieur à 10%, avec une alerte si on est au-delà de 20%. Et le dernier indicateur concerne le suivi des patientes, et c'est la proportion de femmes ayant réalisé une mammographie annuelle après traitement par cancer du sein, avec un taux cible supérieur à 98% et une alerte en dessous de 95%. Voilà. Alors, du coup, on s'est posé la question de comment on allait pouvoir évaluer ces indicateurs dans notre centre. Et donc, à l'hôpital Tenon, on fait partie de l'IUC, de l'Institut universitaire en cancérologie Sorbonne Université, qui regroupe aussi la Pitié-Salpêtrière. Nous n'avons pas de résultats disponibles sur tous les indicateurs, puisque le rapport étant sorti en novembre 2022, les responsables de la qualité n'ont pas encore les résultats par indicateur. On a déjà évalué ce qu'on avait, puisque en termes de référentiel régional par les centres 3C, on était déjà tenu d'analyser nos données dans certains domaines, et donc notamment sur le nombre de biopsies réalisées pour le diagnostic du cancer, on a déjà ces résultats qui sont conformes au référentiel attendu. Concernant les indications de ganglions sentinelles dans les chirurgies infiltrantes et ou les indications de curage, on est a priori aussi dans le respect de ces indicateurs. En termes de traitement, donc combiner la radiothérapie en termes de traitement conservateur ou aussi bien les reprises de berge et proposer la RMI en cas de CCIS étendue, nous aurons aussi a priori des résultats concordants avec ces indicateurs qualité. Concernant les délais d'articulation entre la chirurgie première, la chimiothérapie adjuvante ou la radiothérapie adjuvante, on n'a pas de problème de délai pour respecter les 12 semaines ou les 6 semaines. Dans notre centre, on a la chance d'avoir un service de radiothérapie sur place et un service d'oncologie médicale sur place. Et enfin, le suivi, nos patientes sont bien suivies et avec un centre de radiologie sur place, et on a aussi une mammographie annuelle au minimum dans quasiment 100% des cas. Donc, ces informations, je ne les ai pas précisément, mais c'est vrai qu'on n'est pas très inquiet. Le seul item indicateur où on sait qu'on va être en difficulté, ça va être le premier en fait, le plus difficile à respecter pour nous actuellement, ça va être ce délai d'accès au traitement. Alors moi, en tant que chirurgien, je vais parler de ce qui me concerne, et donc du délai entre la première mammographie d'alerte et la réalisation du bloc opératoire premier. C'est vrai que c'est 6 semaines entre une mammographie qui peut être une mammographie de ville et le bloc opératoire. Je pense qu'on ne sera pas dans les seuils de l'indicateur demandé. Les raisons de cet échec, ça va être le problème déjà d'une d'articulation ville-hôpital. Si la mammographie d'alerte a été faite en ville, le temps que la patiente soit vue en radiologie, souvent c'est la mammographie ACR4, ACR5 qui indique une biopsie, et les patientes prennent rendez-vous directement dans le service de radiologie pour la biopsie. Le délai peut être de plus de 2 semaines, selon si la patiente a compris l'urgence, selon la disponibilité chez nous d'organiser la biopsie. Le rendu d'anatomopathologie avec l'immunohistochimie complète, si la biopsie elle a été faite en ville, on n'a pas les résultats avant au moins 2 semaines, voire 3 semaines selon certains centres.
Donc on va avoir ces délais qui vont être aussi importants. Et enfin, le délai de programmation chirurgicale. Quand moi je vois une patiente aujourd'hui en consultation, mon délai c'est au minimum a priori 4 semaines. Si j'ai une chirurgie urgente pour un triple négatif ou un HER2 qui est un stade T1, N0, ben dans ce cas-là, je vais la placer en urgence en annulant une patiente bénigne. Mais sinon, sur nos plages opératoires dévouées à la scénologie, le délai est à peu près de 4 semaines. Donc en tout et pour tout, je pense que les 6 semaines entre la première mammographie d'alerte et la chirurgie, elles vont être difficiles à respecter. Pourquoi, on s'est demandé du coup avec nos médecins de l'IUC, pourquoi et comment éviter et raccourcir ces délais. En ce moment, on a plusieurs biais. On a le biais du centre expert avec un surdiagnostic radiologique, des angiomammographies, des IRM, des biopsies multiples. J'adore nos radiologues, mais c'est vrai que je suis régulièrement confrontée à devoir décaler des patientes parce qu'elles viennent d'être biopsiées et que le bloc était prévu 2 jours plus tard et que je n'aurai pas les résultats de la 2e biopsie pour la lésion ACR3 contralatérale. Donc, on essaie de s'arranger au mieux et d'échanger les patientes. Et surtout, en tant que chirurgien à la PHP, on est confronté à des difficultés d'accès au bloc opératoire depuis le Covid, avec une réduction d'effectifs de salle qui n'est toujours pas revenue à la normale, et dû à un manque de personnel, notamment infirmiers chez nous de bloc opératoire, et donc une réduction importante. On a perdu plus de 5 salles par semaine, pour laquelle on a beaucoup d'espoir en 2023. Enfin, on a aussi un manque de personnel administratif et les patientes qui ont des difficultés de prise de rendez-vous pour la radiologie, notamment depuis quelques mois. Donc ça nous a permis de réorganiser et d'organiser une discussion sur notre parcours de soins. On savait déjà qu'on avait ces problèmes-là, mais au moins ça nous a permis de dire qu'on allait en rediscuter pour améliorer notre parcours initial. Et donc en conclusion, ces indicateurs de qualité et de sécurité des soins, ils peuvent être très intéressants parce qu'ils vont nous permettre de prendre en compte l'ensemble de notre parcours et la coordination entre les différents services, les différents acteurs ville-hôpital. Ça va nous permettre de mesurer l'évolution de nos pratiques. On espère de limiter les actes inutiles et délétères pour les patientes, notamment les curages inadaptés, les GS inadaptés sur les carcinomes canalaires in situ. Réduire les délais d'attente, c'était la principale demande des patients et des usagers dans ces recommandations. Si j'ai bien compris, il y a beaucoup d'items qui concernent les délais de prise en charge, ce qui semble important puisqu'on sait que c'est pronostic pour les patientes. Et enfin, on espère aussi que ces indicateurs permettront de réduire les inégalités d'accès aux soins sur le territoire, puisque si ça devient un outil d'autorisation en cancérologie, on voit très bien que les centres qui ne respecteront pas ces indicateurs pourraient être amenés à fermer peut-être dans une évolution future. Mais si le seul objectif c'est d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, alors c'est très important et il va falloir qu'on les respecte. Merci. Merci Claire pour cette belle présentation et puis ce témoignage aussi pour montrer qu'on a vu qu'il y avait des difficultés dans le libéral mais aussi à l'hôpital, donc il n'y a pas de système parfait. Et peut-être que la solution réside dans une amélioration de cette collaboration ville-hôpital, qui a un objectif politique actuel important. Et je crois que les 3 oratrices ont bien insisté sur cette collaboration. Et je voudrais peut-être poser une question aux 3. En gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette collaboration? Est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas créer des RCP par Zoom ou par Teams pour des gens qui sont un peu plus éloignés pour améliorer cette qualité? Pourquoi ne pas accréditer, par exemple, pour parler des problématiques des radiologues, accréditer certains centres de radiologie qui pourraient travailler beaucoup plus directement avec les structures hospitalières? Je pense qu'il y a plein d'idées, mais il est très important d'améliorer cette collaboration ville-hôpital si on veut que tous puissions faire des progrès et surtout que nos patientes puissent bénéficier des dernières prises en charge les plus qualitatives possibles. Bon, merci beaucoup pour cette présentation qui a le mérite aussi d'honnêteté par rapport au vécu. Donc effectivement, je pense que la problématique de la concentration des prises en charge des patientes dans des centres experts, parce que c'est ça dont on parle, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un côté débordement et parce qu'il n'y a pas
le personnel qui est en adéquation avec les besoins des patients. C'est ce que vous disiez en fait. Alors, c'est parce que notre centre n'est pas uniquement un centre expert de scénologie, mais aussi un centre expert de chirurgie d'ovaire, de pelvis, un centre expert d'endométriose, et qu'aujourd'hui, on a fait le choix de maintenir à la fois la chirurgie carcinologique du sein, du pelvis, la chirurgie d'endométriose et la chirurgie bénigne et la chirurgie de PMA, puisqu'on a un centre de PMA avec une réduction de salle opératoire. Donc c'est vrai que c'est évidemment les chirurgies bénignes qui sont impactées et qui sont décalées majoritairement, et pour lesquelles du coup on a décidé par exemple de ne plus réaliser d'hystéroscopie opératoire et de les envoyer à Trousseau, qui est un des hôpitaux de notre GH, de déléguer toute la chirurgie plus simple à des hôpitaux qui peuvent la faire. Après, on est très conscient qu'il faut respecter et qu'il ne faut pas qu'on ait de délai pour nos patientes. Et donc, on s'est donné un objectif de si en novembre, on ne récupérait pas plus de salles d'opération, on arrêterait de faire de la chirurgie bénigne hors centre expert. D'accord, mais enfin bon, pour avoir travaillé aussi à Gustave Roussy, on avait eu cette histoire avec l'accueil sain, le premier accueil sain qui avait été créé. On se retrouvait à voir les patientes en une journée, sauf qu'elles attendaient un mois avant d'avoir le rendez-vous. Donc il y a quand même cette gestion de la concentration des patientes sur des centres avec les moyens qui vont avec. Voilà. Et puis dans ces cas-là, on peut faire aussi, si vous avez des problèmes de délai, vous pouvez aussi les envoyer dans le libéral, il n'y aura pas de problème. Je vais juste répondre à Jean-Yves Serror. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et moi, je crois qu'il faut profiter de la commission scénologie du collège, qui est pluridisciplinaire, qui peut publier dans Gynéco-obstétrique fertilité pour être force de proposition. Et justement, ce que tu disais très bien, connaître les radiologues qui sont spécialisés en scénologie, nous on l'a fait dans notre région des SOS Sein, donc des numéros de téléphone dédiés à l'urgence scénologique qui fonctionnent 24 heures sur 24. C'est des choses qu'on peut exporter, faire dans d'autres services, avoir des réunions des RCP par Zoom, bien entendu, mais tout ça, on pourrait peut-être le publier avec l'ensemble du groupe. Ouais, juste pour compléter, en fait, on a quand même la chance, la formation, moi je crois beaucoup à tout ce qui est autour du médecin, c'est-à-dire que notamment la formation des secrétaires, la formation d'avoir mis en place des numéros que je vérifie pour voir comment est-ce qu'ils décrochent et avec quelle rapidité, comment est-ce qu'on organise les choses. Donc je pense qu'on a tout à fait les capacités, y compris dans le service public, de pouvoir répondre et de respecter ces délais. Par contre, je suis tout à fait d'accord que ça nécessite beaucoup d'investissement, d'organisation. Il y a eu, pour le Covid, on a fait beaucoup. Donc le Covid a un peu déstabilisé certaines choses, mais on récupère bien. Le malade va beaucoup mieux, voilà. Et je pense qu'on peut tout à fait respecter les choses et qu'on a une offre spécifique. Donc c'est pas un choix entre public ou privé. Bien sûr que les patientes, pour qu'elles puissent être prises en charge, c'est les deux, mais je ne pense pas qu'on puisse penser que l'effet de concentration va faire que les patientes vont avoir des délais qui s'allongent. La première présentation, on a montré tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir accompagner les patientes. On ne peut pas envisager mettre en place tout ça pour 30 patientes. Donc, pour arriver à pouvoir offrir tous les soins de support, tout ce qui est nécessaire, les essais thérapeutiques, il y a un effet de nombre qui est nécessaire. L'effet de nombre ne doit pas s'accompagner d'un allongement des délais. Ça nécessite une organisation derrière et ça nécessite qu'on fasse des audits sur nos propres pratiques. J'ai trouvé que votre attitude était extrêmement honnête, mais derrière, il y a la démarche. Et je sais que votre équipe est extrêmement engagée et que les délais seront tout à fait respectés. Oui, ça a fait bouger les lignes déjà on va donner la parole là. Je voudrais revenir un moment sur les délais. Bon, d'abord, mon maître disait l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'est vrai que de vouloir systématiquement biopsier des ACR 3- ou ACR 2+, et retarder la prise en charge chirurgicale de 3 semaines, il faut quand même à un moment donné faire attention parce qu'après on se retrouve avec des aberrations. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que les délais chirurgicaux, ok, mais il faut aussi les pondérer par rapport au profil moléculaire de la tumeur. Avoir 4-5 semaines de délai, dès l'instant où la patiente a été vue, évaluée, où les explications lui ont été données sur une tumeur très peu proliférante et a fortiori sur un in situ, c'est pas un problème. Ce qu'il ne faut pas, par contre, c'est évidemment avoir des délais déraisonnables sur des tumeurs plus agressives. Et là,
le traitement néoadjuvant qui prennent de plus en plus de place, notamment pour ces tumeurs agressives, c'est quand même un moyen de mieux réguler les délais en chirurgie, puisqu'on a plus de possibilités de programmation. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces sortes de délais. Une patiente qui a une tumeur luminale A de 8 mm et qui va attendre 4 semaines ou 5 semaines avant d'être opérée, très honnêtement, si les choses ont été expliquées, si elle a bien été évaluée, c'est pas un souci. C'est beaucoup moins un souci que par contre que l'accessibilité à la prise en charge dans un centre soit, lui, pour le coup, retardée pour des problèmes d'examens complémentaires qui n'en finissent pas, etc., etc. Donc je voulais quand même rappeler ça. Bonjour, Mathieu Muller. Je vous remercie pour votre présentation. Oui, je rejoins aussi les mêmes problématiques que vous. Je voulais juste revenir sur un point, par exemple sur le dernier critère qualité qui est la mammographie de surveillance et le comparer avec la problématique par exemple de l'activité physique. Et ça fait le lien aussi, une question que je voulais vous poser, Madame Usan, c'est qu'on sait maintenant très bien que l'activité physique, ça permet de diminuer le risque de récidive, comme vous l'avez indiqué, d'environ 50%, voire un petit peu moins pour les tumeurs RH- et sûrement un petit peu plus pour les tumeurs RH+. Et vous l'avez mis, comme souvent d'ailleurs je le vois, dans les soins de support. Un soin de support qui diminue un risque de récidive de 50%, bah moi je prends tout de suite. Moi je mettrais plutôt comme traitement. Et pourquoi ça n'apparaît pas dans les indicateurs qualité ? Parce que de mettre une mammographie, je ne suis pas sûr que ça diminue de 50% le risque de récidive. Alors juste pour terminer, c'est que hier, en venant dans le TGV, j'avais été interrogé, parce que je m'intéresse beaucoup à l'activité physique, comme vous pouvez vous en douter, par le ministère, mais le ministère des Sports. Et donc c'est pour ça que je me permets cette remarque aussi, c'est que en fait, on ne s'en occupe pas beaucoup, nous, médecins, et c'est tout le côté sportif qui s'en occupe énormément, et qui a bien compris qu'il y avait un intérêt peut-être financier, enfin, humain bien entendu, mais voilà, avec prescription d'activité physique adaptée, faire des licences, tout ça. Et donc interrogé par le ministère des Sports pour savoir comment augmenter la prescription d'activité physique. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas les indicateurs qualité, et je l'ai mentionné sur moi de mettre comme indicateur de qualité. Donc je vois que j'ai bien fait mon boulot. Mais je ne sais pas ce que vous pensez de cette remarque. Je pense que ça va être difficile parce qu'un des points pour les indicateurs qualité, c'était que ce soit automatisable. Et en fait, ces informations de qui fait du sport, qui n'en fait pas, combien d'heures, quel sport, tout ça, ça ne va pas être dans nos bases de données médico-administratives facilement. Dernière question. Et très voir, rapide, oui, peut-être la prescription. Sinon. Nous avons dépassé le temps de l'occupation. Alors, ce sera effectivement très rapide, et c'était pour répondre éventuellement, même si je ne suis pas interpellé directement à M. Serror, sur comment est-ce qu'on peut faire, de mon point de vue de libéral, peut-être le décloisonnement. On est encore sur une médecine qui, quoi qu'on en dise, et je l'entends dans les propos de Anne Toury, que je connais bien, de Catherine Usan, de tout le monde, mais on reste encore les uns et les autres à s'occuper de nos chapelles. Et peut-être que l'avenir sera par le décloisonnement des différentes structures publiques, privées, PSPH, ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, mais la formation, bien évidemment, il faut les ouvrir sur les passerelles dans les structures qui en feront beaucoup, et elles seront pour certaines libérales. Pour aujourd'hui, faire venir un interne dans une structure libérale, c'est compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est compliqué. Ça peut être une piste. Merci pour ces mots de conclusion. Donc on va lever la séance, et la suivante. Non, à 11h30. Tu peux indiquer le titre ? Oui, bien sûr, c'est sur greffe et cancer du sein. La prochaine, alors d'abord des sessions, il y en a plein en parallèle, mais dans cette salle, ce sera greffe et cancer du sein à 11h30. Voilà.